Bien rappeler rapidement en préambule que Vox Populi, Vox Dei, on a fait appel à la population de l'agglomération lavalloise via le web pour déterminer le naming de l'établissement. Le 40 qui traduit tout à la fois l'adresse du lieu, on est au 40 rue du Britet, et au-delà de ça, le fait que c'est un bâtiment à l'origine emblématique des années 40, puisqu'il a été livré plus précisément le 10 juillet 1944 pour accueillir les locaux d'un établissement bancaire, le Crédit Foncier de France. Ce Crédit Foncier de France qui a décidé en 2017, pour des raisons assez évidentes, de céder le lieu, parce que s'il faut imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu jusqu'à 300 employés à travailler ici sur un site qui présentait une surface de 5000 m², et bien dans les tout derniers temps, il n'était à peine une trentaine. L'anecdote dit que parfois on avait un peu de mal à croiser les collègues de travail en une journée. Donc ils sont installés maintenant plutôt au niveau du pôle d'affaires du quartier de la gare. Et à l'époque, la collectivité s'est emparée de l'opportunité qui a été offerte parce qu'on était à la recherche de locaux dignes de ce nom pour accueillir le CRD, c'est-à-dire le Conservatoire à rayonnement départemental, qui était très à l'étroit dans l'ancienne caserne Corbineau en contrebas. Donc c'était la commande qui a été faite au moment où le concours d'architecte a été lancé, un concours qui a été remporté par Bruno Godin, un cabinet d'architectes parisien qui s'est fait une véritable spécialité du recyclage, dirons-nous, d'architecture ancienne, avec en particulier un projet emblématique qui a été conduit sur le site de la BNF avec la réhabilitation de l'aile Richelieu. Donc, cabinet Bruno Godin retenu ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été en mesure de préserver l'existant, ce patrimoine emblématique du XXe siècle, cette architecture art déco avec son côté brut de décoffrage. On a un ensemble qui est construit en béton armé et qui est en grande partie recouvert de ces fameux pavés Nevada, ces briques de verre qui avaient été brevetées dans l'entre-deux-guerres par l'entreprise Saint-Gobain, et donc il a été en mesure, ce cabinet d'architectes, de travailler à la réhabilitation de cet ensemble, tout en le complétant avec une extension qui se développe aujourd'hui au niveau du Parvis Sud, qui va venir accueillir les espaces spécifiques dévolus aux salles de danse, salles de chorale, salles d'art plastique, donc qui viennent trouver position aujourd'hui dans un bâtiment, dans une extension qui s'articule parfaitement avec le bâtiment originel, sans nuire à la lisibilité de l'ensemble, et c'est traduit ici directement par le fait que les deux bâtiments sont aujourd'hui reliés par des coursives ou cette grande rue recouverte de verre. Alors on parle bien de grande rue. À l'origine, l'architecte prévoyait que ce soit aussi bien ouvert par Parvis Sud que par Parvis Nord. Vigipirate oblige, on a été obligé de se replier maintenant au niveau du Parvis Sud, mais on a en tout cas ici la parfaite expression de l'articulation entre le bâtiment ancien et l'extension contemporaine. Alors ce bâtiment ancien, il a été, dans la mesure du possible, parfaitement préservé, malgré quelques petites retouches que je vous propose d'aller voir maintenant au niveau du centre névralgique de l'établissement, qui est la place du village. Alors ce qu'on désigne aujourd'hui sous le terme de place du village était autrefois la salle des coffres du Crédit Foncier de France. On remarquera d'abord une première chose, un premier impact du travail réalisé ici sur site par le cabinet Bruno Godin, c'est le respect des volumes d'origine. Autrefois, quand vous arriviez ici dans la salle des coffres du Crédit Foncier, il y avait ici toute une partie plutôt administrative, occupée par des agents. Et puis ici, vous aviez un premier bloc de mezzanines successives qui portaient
des coffres dans lesquels on enfermait les titres du crédit foncier, et vous aviez exactement la même chose de l'autre côté. Il est assez intéressant de remarquer aujourd'hui que finalement, on retrouve ces deux blocs avec l'auditorium modulable à gauche, et puis salle d'orchestre et salle de théâtre à droite. Donc dans l'esprit, on a conservé les volumes d'ensemble, et puis une parfaite lisibilité sur la hauteur impressionnante du bâtiment. On a ici de grands piliers de béton armé qui soutiennent un plafond. On a une hauteur sous plafond ici de 11 mètres, et on va retrouver ici le même principe que ce que j'évoquais tout à l'heure en partie façade du bâtiment originel. Ce principe de laisser passer la lumière par l'entremise de ces briques de verre, de ces pavés Nevada. Donc on a d'abord préservé les volumes d'ensemble, et puis on a cherché également à recycler les matériaux originels. Alors il y a des choses qui n'ont pas bougé, voilà. Ces mosaïques de style art déco, tout à fait caractéristiques des productions des années 30 et de l'atelier rennais d'Isidore Odorico. Elles ont été préservées. Et puis ce qui a également été préservé, ce sont les garde-corps en fer forgé des anciennes mezzanines des coffres. Elles ont été tout bonnement et tout simplement réutilisées, réemployées pour servir aujourd'hui de garde-corps aux différentes coursives qui desservent naturellement les différents niveaux de la structure. On pourra juste finalement concéder au cabinet d'architectes la création de cet escalier qui était devenu nécessaire pour permettre la desserte des différents niveaux du bâtiment. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que cet escalier participe à une certaine théâtralisation du lieu. Vous voyez qu'on n'a pas cherché à le mettre de côté, il est pleinement assumé et trouve une place quasi centrale dans une grande cage de verre. Donc c'est cet escalier qu'on va emprunter maintenant, qui va nous permettre de retrouver dans un premier temps le niveau 0, puis ensuite le niveau -1, puisque vous retiendrez que si ici se trouvait autrefois la salle des coffres du Crédit Foncier de France, il y avait, et il y a toujours sous nos pieds, l'ancien bunker de la banque, là où étaient entreposées les choses les plus précieuses. Alors juste avant de descendre sous terre, petit aparté pour vous présenter cet objet qui nous a été laissé par le Crédit Foncier de France au moment de son déménagement. Alors, il faut savoir qu'on en a 4 autres qui ont été remisés. Il était inutile de présenter les 5 roues de loterie en question, qui sont toutes similaires. Je parle bien de roues de loterie. Celle-ci date de 1885, puisque vous retiendrez que le Crédit Foncier de France, qui est un établissement bancaire qui a été fondé sous Napoléon III, eh bien, s'était montré précurseur dans le domaine du marketing bancaire. Et il faut savoir que chaque année, tout d'abord au siège à Paris, puis ensuite à Laval, eh bien, on organisait un grand tirage, voilà, en grande pompe, qui permettait eh bien, de désigner l'heureux gagnant d'une remise sur un prêt bancaire. Vous retiendrez effectivement que le dernier tirage qui a été réalisé l'a été en 1994, et qu'à l'époque, l'heureux bénéficiaire n'était autre qu'une collectivité s'appelant Ville de Laval. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. On retiendra également que ces objets dont on a hérité, eh bien, on a instruit auprès du ministère de la Culture un dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et ces 5 roues de loterie aujourd'hui, eh bien, sont conservées à ce titre et vont continuer naturellement à témoigner de ce qu'était autrefois l'usage du bâtiment, c'est-à-dire un établissement bancaire. Donc, roue de loterie d'un côté, puis j'évoquais tout à l'heure le bunker. Vous allez voir que naturellement, l'espace qu'on va visiter maintenant pour terminer cette visite rapide n'usurpe absolument pas sa réputation.
On a tout de suite baissé en température, on est bien sous terre, vous l'aurez remarqué, au regard de cette paroi rocheuse dont vous avez croisé la route, hein, c'est du calcaire bleu, tout à fait caractéristique de ce qu'on retrouve dans le sous-sol géologique lavallois. Rappelez que ce sont d'anciens fonds marins qui datent de l'époque cambrienne, donc il y a environ 350 millions d'années. Et ce sous-sol, il a été dynamité à partir de 1938, au moment où le Crédit Foncier a décidé de construire ce bâtiment. Il était question d'envisager la création d'un véritable bunker, véritable chambre forte, dont l'accès n'était pas aussi aisé, n'était pas aussi facile que celui que vous avez emprunté aujourd'hui. Et pour illustrer le propos, je vous propose de passer juste derrière cette porte qui va vous permettre de réaliser le parcours inverse qui était celui des employés qui venaient travailler dans le bunker du Crédit Foncier. Et derrière cette porte, au bout du couloir, à droite, vous allez comprendre ce qu'était autrefois l'entrée fortifiée du bunker. Il y a vraiment la volonté de créer finalement une desserte très labyrinthique pour éviter qu'un éventuel assaillant, quelqu'un de mal intentionné, ne puisse venir tenter, en prenant de l'élan, fracturer cette lourde porte blindée qui a été conservée et qui restera ici en place comme un témoin de ce qu'était autrefois ce bâtiment. Donc j'espère avoir répondu à votre demande et à votre curiosité. Alors vous n'avez vu qu'une toute petite partie du bâtiment. Si vous souhaitez vraiment le visiter de manière un petit peu plus complète, sachez qu'en règle générale, moi-même ou les personnes de mon service font visiter le premier samedi du mois à 14h30 et que c'est gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir à cette occasion pour obtenir une vision un petit peu plus complète du bâtiment. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous souhaite de bons échanges. Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Donc ce soir, on voulait vous parler. Vous savez qu'on avait une expo au CAE qui s'appelle Matière grise sur les réemplois des matériaux, donc qui montre des exemples d'architecture un peu partout dans le monde avec du réemploi de matériaux. C'est une exposition qui vient du pavillon d'Arsenal, qui date de 2014-2015. Et comme on l'a gardé toute l'année, là, 2025, ça va se terminer. C'est pour ça, avec Valentine, on s'était dit, on va faire une dernière thématique. Bon, ça reviendra parce que ce thème n'est pas encore terminé, mais par rapport à cette exposition. Et on s'était dit, on va essayer de lui donner un petit caractère aussi de la région, un contexte local, etc. Alors c'est pas facile parce qu'en fait on a tous envie de réemploi de matériaux, mais c'est pas simple à mettre en œuvre. Donc on va essayer d'en parler comme on peut ce soir. Alors, donc voilà, bon, ça c'est pour vous dire aussi, on est encore en janvier, donc bonne année, de belles choses pour vous et pour la Mayenne, voilà. Et du coup, Valentine avait fait un petit collage avec des, je ne sais pas si vous reconnaissez les lieux, mais c'est des lieux qui sont en Mayenne et c'est des extraits du prix Aperçu 2022, le palmarès qu'on avait fait en 2022. Et on doit normalement faire un palmarès cette année en 2026. Donc on va avoir des nouveaux projets à montrer. Voilà, ça c'est ce petit clin d'œil. Alors le CAE, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le CAE. On est là pour le grand public, les particuliers, les élus, les professionnels, et on est là pour faire l'information, du conseil, de la formation et de la sensibilisation. Il ne faut pas hésiter à regarder notre site internet cae53.com, à venir nous voir 2 rue de l'Ermitage, près du viaduc à Laval, en dessous de la Scomane, et puis nous appeler ou nous écrire des mails quand vous avez des questions. Alors là, vous avez fait un petit tour avec Stéphane, qui est responsable du service patrimoine et médiation de Laval Agglo, qui a accepté de faire, on a fait des visites parfois à 2 voix avec lui, et ce soir il était d'accord pour faire juste un petit clin d'œil sur le lieu. Donc ensuite on va avoir un témoignage
d'une agence, on va dire un peu AMO, hein, enfin c'est une SCOP, mais de la part de Thibaut Saint-Aubin, qui est basé à Angers et qui s'appelle Matière Grise. Donc avec l'expo Matière Grise, enfin, il nous parlera de tout ça et de son action dans la région. Et puis on parlera, mais très vite, d'un projet qui est en cours et aussi de ce que c'est Emmaüs 53 à Laval avec Nicolas Mess et Roger Boisard. Ensuite, nous parlerons, alors on avait dit 5 minutes, on laissera Guillaume Raymond pour parler de Format 53, qui essaye de monter une filière justement organisée pour le réemploi des matériaux en Mayenne, mais c'est pas simple, mais c'est bien justement d'en parler, de voir comment on peut le faire. Et puis, il faut absolument qu'on soit dehors à 21h05, le bâtiment ferme, sinon vous serez enfermé. Enfin, je ne sais même pas si vous pouvez rester enfermé, mais voilà. Alors, je vais encore aller très très vite. Ça, on avait mis quelques images pour faire un clin d'œil. En fait, ça c'est juste depuis courant 2024 jusqu'à maintenant, on a parlé plusieurs fois du réemploi et de toutes ces thématiques qui sont liées aujourd'hui à cette raréfaction des ressources, etc. Donc, il y avait eu un rendez-vous du mardi à Marigny-Peton et qui était sur la thématique avec le bâti et le bâti, mais aussi la nature qui existait, et justement comment on pouvait réemployer. Donc on avait vu on était dans une salle qui a été retravaillée, je ne le vois pas, par Vincent Emery, architecte, et il y avait eu le maire avait essayé de tout faire pour essayer de redistribuer des matériaux, etc., qui n'étaient pas pu utiliser pour la salle, qui a été transformé. C'est aussi un lieu qui aujourd'hui ne sert plus juste comme centre de loisirs, qui a un peu plus, qui a une crèche, etc. Enfin, il y a plusieurs choses, il y a une cantine, donc ça a bien évolué. Et puis, il nous avait parlé aussi de Saint-Pierre-des-Nids, enfin, il avait d'autres choses. On avait vu aussi une agence... ACO, qui nous avait montré aussi comment ils travaillaient avec des bétons de site, en récupérant les matériaux dans les projets qu'ils faisaient sur les mêmes sites. Ensuite, on a eu un rendez-vous du mardi donc sur la raréfaction des ressources. Là, c'était à sécher, donc à changer. Et là, c'était pour montrer aussi, on avait reçu plusieurs AMO qui nous ont parlé d'économie circulaire, de comment on pouvait réutiliser les matériaux. Et aussi, ils montraient bien aussi qu'il fallait une présence, il fallait y penser dès la conception. Quand on a un projet, dès la conception, penser déjà à ça. Et après, je vous ai mis alors aussi, on a eu quelqu'un qui nous avait montré... il nous avait montré beaucoup d'exemples avec des espaces publics. Il travaillait beaucoup sur Paris, avec la ville de Paris et tout ce qui est à faire sur les voiries, etc., des petits murets et tout. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. On a eu une conférence où vous nous aviez encore une fois accueilli la ville de Laval, l'hôtel de ville. Donc c'était pour débuter l'exposition et c'était donc avec les personnes qui ont conçu cette exposition Matière Grise. Donc c'était l'agence Encore Heureux et qui a aujourd'hui formé une filiale, on va dire, qui s'appelle Remix et qui ne travaille que sur le réemploi depuis une dizaine d'années. Donc Morgane Magnel nous avait montré un peu ses expériences avec ça, et il y a quelques images de l'expo où on voit des projets un peu de partout, où on réemploie du bois flotté, charpente de bois, enfin il y avait plein de choses différentes. Et elle est encore visible, cette exposition, pendant quelques temps. Et puis on a eu au mois de juin 2025, pour notre assemblée générale à Saint-Aignan-sur-Roe, une conférence de Bella Stuck, donc un collectif qui est très connu sur le réemploi dans toute la France, donc, qui nous avait présenté ce qu'ils faisaient et comment ils avançaient avec cette thématique. Et entre autres, pour dire aussi, j'ai remis une petite image pour dire, le réemploi, c'est pas d'aujourd'hui, c'est très vieux, hein, on a toujours essayé de réemployer
les matériaux sont arrivés sur place, etc. Aujourd'hui, on essaye de faire des projets plus importants avec cette thématique, qui n'est pas simple. Mais voilà, c'est toujours quand même dans nos veines. Et puis ici, je crois que Stéphane vous a beaucoup parlé du lieu, mais on est dans un lieu qui est à la fois... qui a été un autre usage, qui était très refermé sur lui-même, et aujourd'hui qui est très ouvert au contraire, et tout en préservant certains éléments du bâtiment, en réutilisant certaines pièces, en mettant en valeur les garde-corps, les carreaux, les mosaïques, les pavés de verre, etc., en l'ouvrant sur la ville, et avec une extension aussi contemporaine importante qui a été faite par Bruno Gaudin, et inaugurée par Laval Aglo en 2022. Voilà, donc ça vous l'avez fait, voilà. Et puis maintenant on va passer à Thibaut qui va nous présenter son travail et sa philosophie sur cette question. Merci beaucoup déjà pour l'invitation à venir parler de matière grise. Je peux commencer un peu à avancer sans présentation. Elle est un peu dense, donc il y a sûrement des choses qu'on peut passer très vite qui sont un peu plus théoriques. Et des choses qui sont un peu plus pratiques de ce qu'on a vécu et de ce qu'on fait nous à Matière Grise à Angers. Déjà pour vous dire qu'il n'y a pas de lien direct entre l'expo Matière Grise et notre scope. J'avais demandé au fondateur s'il y a eu un lien et c'était vraiment très concomitant, à la fois le nom et l'émergence de cette thématique-là. À savoir que c'est vraiment à la fois cette expo qui a un peu marqué le début du renouveau du réemploi des matériaux, puisque comme on l'a rapidement évoqué, et le programme sur l'année était vraiment très très riche. C'est hyper impressionnant de voir tous les intervenants que vous avez pu avoir ici et les exemples que vous avez pu avoir. C'est pas évident de passer à la fin avec autant d'intervenants aussi calés. Thibaut, moi je peux mettre ici. Non, je peux. Oui, pas de souci. Et donc comme on l'a vu juste avant, le réemploi c'est quelque chose de pratique très très ancienne et finalement c'est quelque chose qui s'est perdu après-guerre et qui est devenu un peu invisible. Et 2015 avec l'expo d'un côté et l'émergence de quelques structures, donc Belastock date d'à peu près 2015, Murmure, eux ils sont plutôt 2017-2018, vous avez la Matière à La Rochelle qui est 2015, nous Matière Grise, l'association a été fondée en 2015 également. Il y a eu de manière un peu hasardeuse, en tout cas, des gens qui sont intéressés au sujet de manière un peu éclatée et avec des parcours différents. Donc Belastock a vraiment énormément grossi, Remix a pris un chemin et nous on a pris un autre chemin, un autre parcours qui après se rejoint en partie mais qui est intéressant à comprendre. Là ce que vous avez ici c'est deux photos, une photo de la façade manifeste vitrine de réemploi d'Emmaüs Angers sur lequel on a travaillé, on va y revenir après, qui a été notre premier gros projet, qui reste un gros projet d'intégration de matériaux de réemploi dans le département du Maine-et-Loire et un peu au-delà. Et puis là, vous avez une photo tirée d'une expo qu'on a montée qui s'appelle Hors la Benne et qui est plutôt une mise en scène d'un chantier participatif de récupération de matériaux donc, qui va donner du réemploi. Et donc vous avez à la fois un travail assez classique aujourd'hui d'AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, autour du réemploi, et des actions qui sont plus novatrices autour d'un chantier participatif de dépose encadré en lien avec un bailleur social dans la commune de Toircé. Et donc Matière Grise, c'est l'expérimentation depuis le début, donc entre un projet finalement relativement classique dans sa démarche d'un côté et des choses plus expérimentales qui nous permettent à la fois de comprendre des matériaux, comprendre la logique de dépose et de pouvoir alimenter des réflexions sur le réemploi des matériaux. Donc un aller-retour entre les deux. Donc Matière Grise, c'est pas uniquement moi, à la base c'est une association qui a été créée à la fois par des autoconstructeurs, quelques architectes, mais aussi des gens du monde de la culture ou du monde rural, qui se sont réunis pour vraiment comprendre comment rénover chez eux en réemploi. Et au bout de quelques années, se poser la question de réfléchir à un lieu ressourcerie de matériaux qui a finalement jamais vu le jour, mais par contre qui a débouché sur la création d'un réseau au niveau du département de soit de personnes, soit de structures qui s'intéressaient au sujet, qui voulaient comprendre comment le mettre en place. Et petit à petit, donc, notamment avec Emmaüs Angers en 2020, a été les premières missions qu'on nous a confiées d'accompagnement à partir de réflexions et de travail qu'on avait pu mener sur le terrain de petites filières ou de micro-filières ou d'artisans qui suivaient cette question-là, et puis de rencontres avec d'autres acteurs. On a vu Belastock ou Remix qui s'intéressaient également au sujet.
Et donc depuis 2020, on a enchaîné les accompagnements, donc la structure a salarié des personnes. Aujourd'hui, on est 4 salariés et des prestataires. Et on a réalisé à peu près 800 tonnes de matériaux détournés de la benne, à savoir soit des matériaux qu'on a accompagnés pour l'intégration dans des bâtiments, soit des matériaux pour lesquels on a évité la benne, donc on a accompagné les maîtrises d'ouvrage pour pouvoir trouver des exutoires, des structures qui les récupéraient pour les réemployer. Et donc on est présent nous, sur les deux versants, ce qu'on appelle le réemploi entrant, cette intégration, mais également sur le réemploi sortant, comment trouver de nouvelles vies de manière variée avec beaucoup de filières différentes sur le territoire. Et donc c'est l'ensemble de ces actions-là qui ont mené à peu près 800 tonnes depuis 2015, je ne chiffrerai pas tout à fait à jour, mais on est au moins à ça. Et donc pour travailler là-dessus, on a à la fois un travail vraiment d'accompagnement des professionnels, qui est l'essentiel de notre activité aujourd'hui, donc d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage dès la conception, voire avant la conception, dès la programmation des projets à différentes échelles, de l'accompagnement des maîtrises d'œuvre et des architectes pour réfléchir à la manière de trouver des matériaux et les intégrer, et également de l'accompagnement de projets un peu plus expérimentaux ou d'essais. On en parlera après avec Codélia, par exemple, de réflexion sur comment faire circuler des matériaux au sein de la même maîtrise d'ouvrage qui permettent de réfléchir à une autre forme de réemploi un peu ambitieuse. Et en complément de ça, parce que c'est pas sorti du chapeau, il a fallu qu'on passe 10 ans à défricher le terrain et aller sensibiliser les acteurs. Donc en fait, depuis sa création encore aujourd'hui, on intervient auprès de publics assez variés pour parler de réemploi, pour parler de comment ça fonctionne, de ce qui est possible. Et donc on forme on sensibilise entre 500 et 600 personnes par an depuis 10 ans à travers différents formats. Et on essaye de participer au développement de la filière, donc avec des projets collectifs pour justement faire monter en gamme les accompagnements et rendre ça plus simple d'une certaine manière, le réemploi, même si on se pose encore pas mal de questions sur du cas par cas et dessus. Voilà. C'est un peu l'ensemble de ce qu'on fait. Et bien sûr, on ne fait pas ça tout seul et c'est un message important à venir ce soir. Le réemploi, en fait, ça ne se fait pas en autonomie ou tout seul dans son coin, c'est un travail très collectif au contraire, où chacun détient une part de la clé pour réussir à intégrer les matériaux. Et donc on travaille à la fois avec les structures de l'économie sociale et solidaire, via l'IRESA, ou un collectif ligérien qu'on a créé avec d'autres structures qui font du réemploi dans la région. On fait partie de Novaville, qui est un regroupement, un réseau autour de la construction durable. Et enfin, Matémorphose, qui est un collectif maintenant associatif qui regroupe des structures de la filière du réemploi dans le département. C'est un projet qu'on a initié il y a 4 ans et qui s'est autonomisé, puis il y a eu la création d'une association spécifique Matémorphose, j'en reviendrai dessus. Et enfin, un petit symbole, là, les scopes, c'est la suite de notre activité, à savoir qu'on est passé en scope cette année, parce qu'il y avait eu un changement d'échelle de notre travail, une professionnalisation de ce qu'on a apporté, et donc voilà, un besoin partagé de pouvoir reprendre la main sur un certain nombre d'éléments de la scope. Donc tout s'est très bien passé, je vous rassure, et c'est encore en cours de maturation, mais c'est assez intéressant de voir en fait ce que ça a pu apporter de travailler sur le réemploi en termes de structuration pour nous et pour les autres aussi derrière. Alors je vais passer rapidement, donc voilà, les prestataires principaux. Donc moi je suis coordinateur réemploi, chargé de développement et co-gérant avec Marine Olivier. Je suis le seul de la bande à ne pas venir du bâtiment ou de l'architecture. Je suis ingénieur géologue de formation et je me forme pas mal sur le tas avec eux. Finalement on a quand même cette entité plutôt marquée architecture maîtrise d'œuvre, même si on a toujours des personnes qui sont très ancrées dans les chantiers, puisqu'on a également ici un plan technique et menuisier et plusieurs architectes qui font également des travaux d'autorénovation, d'accompagnement à l'autorénovation derrière. Donc ça c'est l'équipe réduite, mais derrière ça, donc, il y a eu tout un réseau de sympathisants, on a à peu près 1500 personnes qui suivent nos activités sur le département et la région, et pendant longtemps un groupe de bénévoles, une dizaine de personnes qui étaient très actives, et juste ne pas les oublier parce que c'est vraiment eux qui ont construit une très grosse partie de Matière Vive aujourd'hui, à porter le sujet à bout de bras pendant un certain temps. Je voulais démarrer par le projet d'Emmaüs, qui était un projet vitrine pour nous, pour les réemplois, qui a eu plusieurs prix autour de ces questions environnementales. Donc c'était une requalification des espaces communautaires et de vente d'Emmaüs Angers à Saint-Jean-Lignières. C'est vraiment les magasins qui sont en dehors d'Angers, si vous êtes déjà allés, qui est une grosse communauté. Il y a à peu près une centaine de compagnons dans cette communauté et presque autant de bénévoles pour gérer la ressourcerie et les bâtiments communautaires. Et en fait, on est arrivé sur ce projet parce que François Terrain, qui était l'architecte retenu pour cela, voulait vraiment faire de réemploi comme marqueur de son projet lié à l'identité d'Emmaüs.
et finalement on ne savait pas comment s'y prendre et est venu chercher les gens de Matière Grise pour réfléchir à l'organisation de l'intégration du réemploi. Donc on est arrivé, le projet était déjà lancé, une partie de la conception avait déjà été faite, et la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont venus nous voir pour réfléchir à la manière de faire du réemploi. Et ça a été une expérience très importante pour démarrer et très initiatrice, avec beaucoup de choses qu'on ne refait plus aujourd'hui. C'est un projet qui a été ambitieux puisqu'on a atteint 134 tonnes de matériaux de réemploi intégrés sur une quinzaine de matériaux différents et qui a touché à la fois à l'enveloppe, à la structure, au second œuvre, aux menuiseries, au revêtement. Donc un projet qui était très varié, qui a posé beaucoup de questions, de réflexions, à la fois sur la manière de chercher des matériaux, la manière de penser la conception, la manière de rassurer l'ensemble de la chaîne d'un point de vue des assurances, la manière de faire de la logistique autour de ces matériaux-là. Et donc on a démarré ce projet par une liste de recherche qui a été travaillée avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et ensuite une recherche un peu tout azimut, qui a été assez difficile à gérer, puisque le travail de recherche il a été confié à l'architecte, à nous, mais aussi à la maîtrise d'ouvrage, qui a pris un peu son compte pour aller activer des réseaux pour trouver des matériaux. Ce qui a été utile pour avoir vraiment beaucoup d'opportunités de matière, et ensuite qui était assez compliqué, parce que chaque acteur tirait un peu la couverture à soi, mais si, mes menuiseries sont mieux que les tiennes, on va les avoir plus rapidement, à moins cher, et donc il a fallu, tout au long du projet, redonner un cadre régulier et collectif de méthodes pour réfléchir à la manière dont on va consolider ce qu'on appelle la qualification technique des matériaux, c'est-à-dire vérifier comment on va articuler l'usage qu'on attend dans le projet et la qualification technique de la matière avec un ensemble d'éléments dont on a besoin qui sont à la fois documentaires et parfois de testing, enfin de test. Et donc ça a permis de consolider pour nous un travail de réflexion sur la méthode de recherche, et donc de continuer à savoir avec qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse aux déconstructeurs en priorité, aux artisans, aux fédérations professionnelles, aux maîtrises d'ouvrage. Et donc il a fallu qu'on comprenne pour chaque type d'acteur par quel biais rencontrer et parler du sujet avec eux. Concrètement, ça a donné des choses intéressantes. Là, vous avez une charpente en lamelé collé de la patinoire du Hara qui a été démontée et sur lequel il a fallu faire un travail de qualification par le bureau d'études structure du projet et un dessin, un modificatif du dessin de la structure également par l'architecte. Des menuiseries ici qui venaient d'un fabricant de camping-car qui s'appelle Pilote, voilà, qui en fait avait ces menuiseries qui étaient dans un bâtiment qui a été déconstruit de sa part. Vous avez du parquet châtaignier qui venait de Rennes, qui a été entièrement démonté, stocké, palettisé et ensuite reposé derrière. Des menuiseries aluminium qui venaient du département, des dalles Cominus, des pavés de verre qui étaient sur des stockages. Donc voilà, des choses assez variées sur lesquelles à chaque fois il a fallu se poser la question de est-ce qu'on a la bonne qualification technique, donc reconstruire des fiches techniques. Donc ça a été vraiment une expérience intéressante mais à la fois complexe parce qu'il a fallu gérer à la fois tout le travail sur la préconception, la recherche des matériaux, la coordination, puisque là en fait tous ces matériaux étaient achetés par la maîtrise d'ouvrage en amont, chose qui n'est pas forcément possible pour toutes les typologies de maîtrise d'ouvrage, et ensuite proposer aux artisans pour la consultation qu'ils devaient faire avec les matériaux proposés ensuite. Donc il y a eu le Covid qui a un petit peu rallongé les délais du projet, mais ça a été quasiment tous les matériaux sourcés ont été réintégrés dans le projet, il n'y en a quasiment aucun qui a été mis de côté, et certains même ont été identifiés alors, par la maîtrise d'ouvrage via nous en cours de chantier. Donc là, je n'ai pas de photo de ça, mais on avait des portes tierciers d'une salle des fêtes qui avait brûlé ceux qui ont travaillé en tant que diagnostiqueur. Et l'économiste qui travaille aussi dans notre réseau a vu les portes et a décidé de voir avec le déconstructeur pour les récupérer et les intégrer en cours de chantier, vu avec l'artisan directement dessus. Donc un travail vraiment à plusieurs niveaux, sur lequel il faut retenir que c'est un travail très très collectif, un travail sur lequel il faut vraiment cadrer les choses pour éviter de perdre du temps ensuite, notamment en termes de responsabilité. Et puis un troisième enseignement, ça a été de comprendre qu'il y avait vraiment des sources très très multiples de matériaux. On a été voir des paysans par exemple pour avoir des bordures au niveau des ateliers, etc. Donc de ne négliger aucune piste pour réfléchir à une manière de sourcer. En fait, c'était un projet initiateur, et puis derrière ça, on a pu enclencher différentes formes d'accompagnement. Donc là, c'est un exemple, un petit focus sur des accompagnements qu'on a fait pour Alter, l'aménageur public d'Angers, de manière un peu plus éparse. Donc on a travaillé beaucoup plus avec eux sur la déconstruction, la piscine de Belbec, qui est notre premier projet de déconstruction, une maison d'un gardien d'un terrain de sport, un préau communal, un centre commercial, un EHPAD, un R+7, une salle des fêtes, une résidence. Donc vous voyez une typologie très variée de projets sur lesquels là on a plutôt travaillé à suivre la déconstruction
derrière et de réfléchir à qu'est-ce qui est réemployable dans ces bâtiments et où trouver des exutoires pour le compte de l'aménageur public. Pas dans ces projets parce qu'on n'a pas réussi à l'organiser comme ça, mais au moins dans des exutoires externes. Donc ça s'est traduit par 9 chantiers participatifs, des magasins de pieds de chantier organisés avec des constructeurs, un accompagnement, on reviendra dessus, sur des prescriptions d'îlots d'une zone d'aménagement concerté et des missions sur lesquelles on va travailler, d'intégration de réemploi, soit dans des espaces publics, soit sur rénovation lourde, a priori en 2027. Donc encore une fois, autant d'opportunités de comprendre dans des contextes assez variés, à la fois de bâtiments et d'opérations, comment réemployer et vers qui réemployer. Puisque dans ces projets-là, un certain nombre d'éléments sont partis vers des autorénovateurs et des particuliers, d'autres vers des projets d'entreprise ou d'associations en rénovation interne à ces maîtrises d'ouvrage privées, et puis d'autres qui ont alimenté des projets d'autres maîtrises d'ouvrage professionnelles, notamment la Saline Ventura, sur lesquels il y avait des grands panneaux, si vous voyez, qui ont été réutilisés par la ville d'Angers dans des projets de rénovation également dessus. Donc, et tout ça permettant de faire circuler plusieurs dizaines de tonnes de matériaux à chaque fois et d'avoir autant d'opportunités de parler du sujet. Parce que finalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de travailler sur la question culturelle du réemploi. On l'a vu tout à l'heure en visitant des éléments qui ont été conservés ou ce qu'on appelle réemployés in situ, puisque les garde-corps qui ont été évoqués en fait, ont été démontés pour être vérifiés et reposés. Et tout ça, en fait, ça participe un peu à comprendre qu'il y a des choses qui sont possibles en réemploi à différents niveaux, et ça participe à démystifier aussi un petit peu l'approche de la matière qui doit être toujours neuve aussi. Et donc c'est autant de projets sur lesquels on a fait aussi des visites, des rencontres techniques ou thématiques. Alors pourquoi s'intéresser au réemploi? Alors là, on sort un petit peu de nos projets. Ça, c'est une mine de cuivre en Afrique du Sud. Et donc ce que vous avez, c'est une représentation de la quantité de cuivre qui a été extraite par cette mine. Et donc vous voyez le ratio entre la quantité de métal cuivre et l'énormité d'une mine, et donc des déchets miniers dont on a besoin, enfin on doit sortir plutôt pour récupérer cette petite boule de cuivre. Et ça ne montre pas la quantité d'eau qui est au moins égale à cette boule-là, mais supérieure même, ou aux questions des polluants qui sont émis lors de l'extraction, et ça n'intègre pas toute la question des impacts du transport, de la logistique. Et là, on parle d'un seul métal, qui est très présent, mais juste d'un seul métal. Et pourquoi est-ce qu'on a cette image-là? Parce que l'intérêt du réemploi, il réside dans le fait de ne pas aller prélever des ressources primaires. Alors, ça ne suffit pas, c'est un levier pour éviter de moins puiser dedans. Il y a d'autres choses à faire pour éviter de prendre dans nos stocks de matières premières primaires, mais ça participe un petit peu à desserrer l'étau qu'on a un peu de consommation des ressources naturelles parmi les autres leviers qu'on peut avoir. Et c'est particulièrement important dans le bâtiment parce que aujourd'hui, donc ça c'est ici notre expo, il y a à peu près la moitié des matières premières extraites et importées qui vont à l'industrie de la construction et du bâtiment. Donc c'est déjà en fait les matières premières qu'on prélève, la moitié servent à construire des bâtiments et à les rénover aujourd'hui en France. Et de l'autre côté, on a 76% des déchets issus d'activités économiques qui viennent du BTP. Et donc en fait, le bâtiment est le premier producteur de déchets en France, et vraiment de loin. Donc on parle de BTP ici, bâtiment et travaux publics. Juste le bâtiment, la production de déchets du bâtiment, c'est équivalent à l'ensemble de la production de déchets des ménages en France. Juste ça. Donc vous voyez en fait l'énormité quand même des quantités à traiter. Et au milieu, on a une estimation qui est de l'ordre du % aujourd'hui du matériau de réemploi en France, donc qui est estimé par l'ADEME il y a déjà 2-3 ans. Et il n'y a pas d'objectif fixé par la loi aujourd'hui d'atteindre des niveaux supérieurs. Il y a un objectif qui est partagé, mais qui est non obligatoire, qui est de 5% en 2028, et a priori il va disparaître. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment à développer, à comprendre pour pouvoir aller plus loin, parce que c'est vraiment une nécessité de à la fois réduire l'impact de l'extraction et finalement les sites d'enfouissement, vous êtes peut-être allé voir sécher, ils ont aussi des limites à l'enfouissement possible. Et donc en fait ça participe comme ça à réduire l'intensité, l'empreinte environnementale du bâtiment à tous les niveaux. Je vais passer rapidement, parce que ça c'est le site de vie, on a un petit peu parlé déjà, donc entre les matériaux qui vont passer dans la fabrication et intégrer un bâtiment avant d'être soit reparti en enfouissement d'incinération, soit en recyclage, ou justement passer en réemploi à travers différentes étapes.
on y reviendra, de diagnostic, de déconstruction et de collecte, de préparation et de stockage et d'expertise avant d'être réintégré. Donc ça, c'est été fait par Bellastock qui a initié un premier projet de recherche qui s'appelait Repart avec l'ADEME qui a été très riche d'enseignements sur beaucoup de sujets, qui est encore accessible. Pour venir très rapidement quand même à un tout petit peu de termes, à savoir que le réemploi, c'est pas du recyclage. Donc si vous avez presque une chose à retenir, c'est quand on parle de réemploi, c'est qu'on parle de matériaux, on ne parle jamais de déchets. Et donc vous avez une ligne là qui est très claire. Le réemploi, ça concerne les matériaux. Et dès qu'on passe en déchets, on parle de recyclage, éventuellement de réutilisation. Et c'est important parce qu'on n'est pas soumis du tout aux mêmes contraintes d'un point de vue environnemental ou légal. Les déchets, il y a uniquement les personnes habilitées à traiter des déchets. Donc nous, Matière Grise, on ne travaille jamais sur des déchets, on n'est pas habilité à le faire, et on ne fera a priori jamais. Et donc on a une limite assez franche dictée par la loi, et c'est explicite puisque dans le Code de l'environnement, c'est bien rappelé que le réemploi, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. Là-dessus, il y a des choses importantes dans cette phrase, et là c'est le de nouveau, hein, donc on a bien un matériau ou un produit qui a déjà eu une première vie, on trouve une nouvelle vie, qui ne sont pas des déchets, et enfin il y a le mot usage, alors usage identique. Ça c'est une petite subtilité très franco-française, on a choisi dans la loi de dire que le réemploi ça s'applique à des produits dont on va avoir un usage identique. Dans la réalité des faits, on a toujours des détournements d'usage plus ou moins prononcés autour du réemploi, puisque en fait on va parfois avoir un réemploi d'un matériau d'un bâtiment de logement à un bâtiment commercial qui n'est pas tout à fait soumis aux mêmes contraintes et tout à fait au même usage. Donc ce mot identique là il est un petit peu piégeux, et nous dans la pratique pour le réemploi on a tendance à sortir un petit peu de ça. C'est pas forcément gênant parce qu'on peut pas on peut lui dire formellement que c'est pas du réemploi, mais en soi ça ne bloque pas le projet parce qu'on a un usage différent, puisque tout l'objet de notre travail, ça va être, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, de requalifier le matériau pour être sûr que son nouvel usage convient par rapport au matériau existant. Peut-être un dernier point sur cette figure, elle ne sort pas de nulle part, ça s'appelle la hiérarchie des modes de traitement, et donc de prévention du traitement des déchets. Et en fait, c'est une obligation pour les collectivités et les maîtrises d'ouvrage publics de respecter cette hiérarchie des modes de prévention et de traitement. C'est-à-dire qu'elle doit normalement prouver qu'elle a bien mis en place des actions de conservation et de maintenance et de réparation de son patrimoine, ensuite de réemploi, ensuite de réutilisation, puis de recyclage, puis d'enfouissement. Et donc ça permet de justifier pour des collectivités ou des acteurs publics d'avoir des clauses environnementales pour respecter cette hiérarchie, même s'il n'y a pas d'obligation en termes de résultats d'arriver à maintenir les bâtiments en état 40 ou 50 ans de plus. C'est quand même une des rares choses qui est inscrite dans la loi et qui est important à avoir en tête pour justifier de faire du réemploi. Là, un deuxième schéma qui est pour nous très important, c'est justement une modélisation un peu de tout ce qu'on peut faire en réemploi, c'est-à-dire partir d'un premier chantier pour conserver les matériaux, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou les remettre en place, c'est-à-dire faire du réemploi in situ. Vous pouvez faire du réemploi au sein d'une même maîtrise d'ouvrage, et donc dans ce cas, la propriété des matériaux ne change pas, mais elle circule au sein d'un patrimoine. Et enfin, vous pouvez faire vraiment du réemploi ex situ, alors là, qui peut passer par le réseau Matière Grise ou pas, bien sûr, mais qui va être à destination d'autres maîtrises d'ouvrage, que ce soit autorénovateurs, particuliers, etc. Pour ensuite faire des boucles, et donc soit revenir sur le même chantier, soit d'autres chantiers à la même maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir approvisionner le premier chantier dont j'ai parlé, ou enfin un approvisionnement complètement extérieur de la maîtrise d'ouvrage qui passe par notre réseau, mais également par tout un ensemble de filières, de déstockage, de chantiers, de surplus, de rénovation lourde, et toute la beauté du réemploi est d'arriver à constituer ces boucles et toutes ces variétés de boucles. Et le travail qu'on a, nous, d'AMO, il est d'éclairer à la fois les maîtrises d'ouvrage, les commanditaires et les concepteurs sur les bonnes stratégies convenant au projet et quels objectifs se fixer pour ne pas perdre trop le nord, puisque quand on va parler de réemploi ou de travail sur le réemploi, on va vite être confronté à beaucoup de questions et donc beaucoup d'énergie à passer, et on est là pour aider à canaliser les énergies et à recentrer les discussions et les débats pour effectivement faire du réemploi qui va fonctionner jusqu'au bout. Là, on a une étude économique pour rappeler aujourd'hui que le réemploi, en fait, c'est pas forcément plus cher. Donc c'est important quand même de vous le dire parce que c'est un processus nouveau, souvent cas par cas, encore un peu artisanal par moment, mais pas que. On a des filières industrielles qui se mettent en place. Et donc on a, dans cette étude qui a été faite par l'IFEB en 2023, montré qu'en fonction des gammes
de matériaux neufs, on arrivait à avoir du réemploi compétitif. Ce qui est important de montrer surtout, c'est qu'on a introduit, on a remplacé le coût d'achat des matériaux par ce qu'on appelle le reconditionnement et leur requalification. Et donc, cette partie qui est non négligeable, vous voyez 38 à 40%, c'est tout le temps, à la fois le temps à passer pour estimer si le matériau est réemployable, éventuellement faire des tests, mais également remettre en état le matériau, le refaire passer des fois dans des processus industriels pour le requalifier, etc. Et ça, c'est une part importante de pistes d'économie qui se formalisent à travers des réseaux d'acteurs et des projets de recherche qu'on a en cours qui permettraient d'être encore plus compétitifs d'un point de vue du coup sur le réemploi. Alors pour revenir à nos projets, là c'était un peu une partie théorique. Là ce que vous avez, c'est un travail qu'on a mené avec Podelia, un bailleur social basé à Angers, mais en fait qui rayonne sur toute la région des Pays de la Loire, d'accompagnement un peu sur 3 ans et de travail de recherche-action où on a travaillé sur un certain nombre d'opérations pour réfléchir justement à des boucles de la circulation de matière. Et donc ça c'est typiquement le genre de projet qu'on ne pouvait pas faire il y a 3-4 ans en termes de maturité sur l'acculturation du sujet. Et qui demande aussi de pouvoir anticiper le travail, même si on est arrivé aussi en cours de route sur certains projets. Donc on a démarré par une petite revue d'opérations, on a étudié 20 opérations qu'ils avaient de rénovation et de déconstruction pour en choisir quelques-unes et faire un focus sur les réemplois possibles. Donc on a fait ce qu'on appelle des diagnostics ressources qui s'intéressent à regarder quels sont les matériaux réemployables d'un bâtiment et sur certains des diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets, PEMD, qui sont des diagnostics obligatoires à partir de 1000 m² dans des déconstructions ou des rénovations, qui font la liste là, de tous les matériaux réemployables ou qui partiront en déchets. Donc c'est une version un peu plus complète du diagnostic ressources. On a fait sur les opérations Pélican, De Gaulle et Beaupressoir, à Châteauneuf, donc plutôt au nord d'Angers, et on a déterminé 3 grands lots de matériaux réemployables. Un lot 1 qui était des matériaux plutôt simples sur lesquels il y a peu d'enjeux assurantiels et techniques destinés à des usages internes à la maîtrise d'ouvrage. Et donc vous voyez, on a des flèches qui partent du lot 1 jusqu'à la régie et au magasin Podelia, parce qu'ils n'ont pas une régie interne, qui permettent à cette régie-là de faire un travail de maintenance, de petites rénovations, de petits travaux. Donc ça concernait quincaillerie, second œuvre, quelques menuiseries, des boîtes aux lettres, ce genre de choses. Un lot 2 qui était des matériaux d'intérêt pour de nouveaux projets internes à la maîtrise d'ouvrage Podelia. Et là-dessus, ça a été claustrin métallique, garde-corps, des bordures béton et des refonds béton. Donc un travail un peu spécifique sur lequel on a travaillé, principalement issu du projet de Châteauneuf, qui devait permettre d'alimenter ce 4e projet, la Picotière à Angers, qui est une rénovation de logements sociaux en conception-réalisation, qui a été mis en place, qui est actuellement réalisé par SPI et son équipe, et qui devait alimenter donc, en partie ce projet-là. Et enfin un lot 3, qui sont menuiserie intérieure, charpente bois, et là des matériaux destinés à des exutoires externes, donc non Podelia, sur lequel on a fait un travail de recherche, donc de catalogue et de transmission d'informations par notre réseau à nous et par d'autres acteurs pour chercher des repreneurs, soit en chantier participatif de dépose, soit réalisé par une entreprise tierce et mis à disposition sous forme de magasin de pied de chantier et racheté ensuite récupéré par des personnes. Il y a également eu du remploi in situ de la part de SPI sur des sanitaires. Donc tous les sanitaires ont été démontés, révisés, requalifiés et reposés s'ils étaient encore utilisables dessus dans cette opération-là et complétés par du neuf éventuellement quand ce n'était pas possible. Donc on a eu un vrai travail d'articulation pendant presque 3 ans. Le projet s'est terminé le mois dernier, on fait l'évaluation ce mois-ci, de pouvoir à la fois réfléchir au DCE pour les déconstructions, en fonction des besoins qu'on allait attendre de l'entrée en régie ou dans la picotière, et ensuite de coordination entre les acteurs entreprises, mais également les discussions entre les maîtriseurs des constructions qu'on avait ici, l'architecte qui était ici, et Podelia au milieu. Donc c'était un vrai travail d'articulation des acteurs et de dialogue qui était très important, puisqu'en fait on se retrouve quand même à parler avec des gens qui n'ont pas le même langage, notamment en fait un déconstructeur. Même s'il travaille dans le bâtiment, il n'a aucune idée de ce que veut un architecte en construction générale. Et donc on a besoin de personnes qui font ces interfaces à la fois techniques, mais également organisationnelles, pour essayer que les ingénieurs comprennent les enjeux de faire une dépose soignée
typiquement sur les bordures béton, qui ne semblent pas compliquées, donc voilà des bordures que vous avez et qu'il faut retirer. Ça a été assez compliqué de leur faire comprendre qu'on a besoin d'un stockage bien identifié. On a perdu des bordures béton, qui représentaient quand même quelques tonnes de matière. Il n'y a pas eu une bonne traçabilité de la part de l'entreprise, ça n'a pas été relevé par la maîtrise de déconstruction, et nous on n'a pas pu le savoir à temps, et donc on a perdu des bordures béton, alors que c'est un matériau quand même qui est visible sur un chantier, et on a dû le retrouver normalement assez facilement. Par exemple, un autre exemple sur le sciage. Donc, on a travaillé sur ce logement à du sciage de béton, donc des coupes de 1 mètre par 2 qui ont été intégrées ici sur la picotière, à la fois pour des pas japonais, pour des bancs d'extérieur en béton et assises bois, et pour faire des accès PMR. Et donc, il a fallu vraiment faire un relevé précis des refends intéressants dans ce projet. On a fait prélever des carottes dedans pour bien connaître la... Je sais pas si je peux... Juste appuyer sur annuler. J'arrive pas. Voilà. C'est pas très grave, je peux le faire sans filer. Et donc il a fallu travailler à la fois sur la qualification de ces matériaux par un relevé précis et du test, et ensuite travailler sur éventuellement les besoins de ces nouveaux usages, et notamment sur les accès PMR. Et donc il a fallu travailler avec un spécialiste des revêtements anti-glissade pour savoir à quel point il fallait grenailler, à quel niveau il fallait grenailler ces revêtements, enfin ces cheminements piétons PMR. Et là, en fait, où on a eu une difficulté, c'est que typiquement le travail sur ce grenaillage, il n'était pas prévu dans la conceptualisation ni dans la déconstruction. Et donc et ça, en fait, nous, on ne pouvait pas y avoir accès à ces documents de consultation, donc il a fallu qu'on renégocie presque au moment où on a scié les refends béton, qui allait prendre en charge vraiment le transport et la préparation de ces refends béton. Donc c'est ce genre de petit élément qui n'était pas envisagé ou pas bien compris entre les deux chargés d'opération de la maîtrise d'ouvrage, et sur lequel il a fallu retravailler ensuite en termes de process pour. Et donc là aujourd'hui on a à peu près 60 tonnes de matériaux de réemploi dans cette circulation de matériaux au sein de Podélia qu'on a réussi à mettre en place. Toujours un peu sur un changement d'échelle un petit peu, et pas seulement au niveau d'un projet. On a travaillé sur une zone d'aménagement concerté en centre-bourg à Beaubouzet. Donc là vous avez 6 sites de maisons principalement et d'un garage qui ont été démolis, sur lesquels on a fait des diagnostics ressources puis des chantiers de récupération de matériaux qui ont permis d'être une phase préliminaire à la réflexion sur la densification du centre-bourg, c'est-à-dire la construction neuve de petits collectifs, et la possibilité dans ces îlots-là d'avoir des prescriptions réemploi et des objectifs. Donc on a travaillé avec l'aménageur pour réfléchir à des objectifs atteignables de réemploi, et il a été inclus dans les prescriptions obligatoires que les maîtrises d'ouvrage qui sont intéressés par les îlots doivent travailler sur, alors pas 4, mais 3 objectifs de réemploi parmi les 6 qui sont là, et qui sont adaptés à la fois à la typologie du bâti et aux filières de réemploi qu'on a sur le territoire. Donc vous avez 2 matériaux produits qui concernent le clos couvert et de la structure, 20% en nombre d'unités d'équipement de plomberie sanitaire, 20% de milieu intérieur, aménagement, etc. Donc en fait, on a des objectifs qui sont fixés par rapport à la difficulté de faire du réemploi aujourd'hui, puisqu'en fait, vous voyez bien qu'on n'a pas mis des objectifs très précis pour le structure et le clos couvert qui restent assez compliqués à faire en réemploi aujourd'hui. Mais par contre, sur les kitchenettes fournies à type de point d'eau, ça c'est des kitchenettes qu'on trouve partout dans tous les bâtiments avec tous les âges possibles et qui sont très standardisés, et pour le coup sur lequel on a mis un objectif important. Et on garde une souplesse pour permettre aux équipes de pouvoir choisir quand même parmi ça, sachant qu'on a complété le dispositif avec des formations destinées à ces équipes payées par l'aménageur pour justement accompagner la méthodologie derrière et éviter non plus de faire tomber le sujet complètement à l'eau également. Comme je sais que le temps passe vite, un petit focus là sur vraiment une opération de déconstruction qu'on a menée. Donc les pâtes des noisetiers que vous avez ici, qui appartient à la Sokolova, qui a été démolie et sur lequel on a travaillé aussi à différents niveaux. Donc un diagnostic initial qui a permis d'identifier les matériaux réemployables, et ensuite différentes actions de récupération, donc encore une fois un chantier participatif, mais aussi une dépose professionnelle des dalles de faux plafond pour le compte d'une entreprise pour être réinstallée ensuite à Nantes en réemploi direct, et une dépose des panneaux de façade que vous avez ici qui est du Trespa, donc
de la marque Trespa, avec qui on échange beaucoup, et maintenant pour lequel on récupère beaucoup de Trespa entre eux, et qui sert à être intégré dans un projet de construction neuve dans les Hauts-de-Saint-Aubin, au nord d'Angers, sur un projet de la Soclova associé à un promoteur. Et donc c'est un site qui est intéressant parce qu'on a travaillé vraiment aussi à plusieurs niveaux, et on a créé différentes boucles de réemploi. Donc dessus, nous on avait identifié presque 45 tonnes de matériaux réemployables. L'ensemble de ces actions, elles ont permis de récupérer autour de 20-22 tonnes de matériaux. Dans un autre cas, qui est celui de la piscine Belle que j'ai pas indiqué ici, on avait aussi à peu près 40 tonnes de matériaux de réemploi. Et pour le coup, on avait récupéré 40 tonnes de matériaux de réemploi de cette opération-là, mais avec des écarts, c'est-à-dire que certains matériaux qu'on estimait réemployables n'ont pas pu être récupérés, et d'autres matériaux qu'on n'avait pas vus ou pas su voir se sont révélés récupérables et transférables sur d'autres opérations aussi. Et donc on a toujours en diagnostic un peu ces aléas de mise à l'épreuve après en cours de chantier. Pour le détail, donc, un chantier participatif matière grise, c'est systématiquement encadré par 1 à 2 salariés qui font vraiment l'encadrement de chantier, donc on ne dépose jamais nous-mêmes. Dans certains cas, on s'adjoint à un artisan spécialisé qui va travailler sur de la charpente de faible hauteur, on avait un charpentier avec nous, sur des couvertures, on avait un coureur avec nous. Et l'idée étant d'avoir finalement les preneurs eux-mêmes des matériaux qui vont pouvoir déposer des éléments via un catalogue qui aura permis de sécuriser la nature réemployable du matériau d'un côté, et qui permet d'aller chercher justement du réemploi soit souvent très épars ou dispersé. Et vous voyez sur ce chantier-là, on a eu du sanitaire, toutes les caves, l'installation de préparateur de caves était en planche, tout a été démonté, déclouté sur place. On a des ardoises ici qui ont été retirées également de parement. On a eu des radiateurs, du luminaire, des mains courantes, donc beaucoup de choses très variées. L'intérêt de ce type d'opération, c'est d'aller chercher des matériaux qui sont à très faible valeur ajoutée justement aujourd'hui sur le marché du réemploi d'un côté, et puis surtout de travailler sur la compréhension de la matière. Je ne sais pas si certains font déjà fait du réemploi, mais en fait on est souvent plus à l'aise à remonter un matériau qu'on a nous-mêmes démonté. Et donc ça participe un petit peu à cette logique de se dire tout n'est pas réemployable dans des circuits professionnels ou de grande ampleur, et l'intérêt c'est de faire circuler les niveaux, et ce type de chantier permet d'aller compléter des actions de réemploi qui sont faites dans d'autres cadres. Et vous voyez qu'en 2 jours, on est passé sur 15 tonnes de réemploi, 15 tonnes récupérées et réemployées après dans différents projets. Alors, je n'ai pas pu collecter toutes les photos de réemploi derrière, mais on est dans un réemploi de faible rayon, puisque c'est 45 km autour d'Angers qui ça a été reposé. Et pour tout ce qui est association ou entreprise, c'est vraiment du réemploi d'intérieur. Donc on a reçu les photos de repose des portes, des éléments de menuiserie ou de robinetterie derrière. Et donc on a des retours en plus des prenants, donc ça permet de tisser aussi un lien en termes de retour d'expérience dessus. Les faux plafonds, moi je vous en dire simplement que c'était un chantier concomitant de la dépose soignée, et voilà, même pour des éléments à faible valeur, ça a intéressé Bouygues Bâtiment de les récupérer parce que ça justifiait d'une économie carbone sur un projet qui avait lieu exactement au même moment, donc un peu un réemploi d'opportunités qui était assez simple, et sur lequel on avait des éléments facilement requalifiables, puisqu'on avait, c'était des marques Ecofond, et que Ecofond aujourd'hui requalifie une partie des dalles de faux plafond. Donc là, un réemploi simple, mais sur lequel il faut être un peu réactif pour pouvoir l'organiser rapidement. Et enfin, ces panneaux de façade, je vais attendre un tout petit peu, puisque là, c'est donc des éléments qu'on a identifiés lors du diagnostic EMD, qui ont été soumis dès la phase de concours sur des îlots de construction neuve à Angers, de proposer ce réemploi direct de matériaux. Et donc on a travaillé après sur le DCE de déconstruction pour voir comment il fallait les démonter, parce qu'on avait un sujet d'amiante, c'est-à-dire qu'on avait des éléments amiantés qui ne touchaient pas les panneaux, mais il a fallu vérifier si ça touchait ou pas. Donc un travail de démontage, de vérification, d'échange avec nous, le bureau de contrôle du projet qui allait récupérer ces panneaux-là, avec l'architecte du projet également, et avec l'entreprise qui a déconstruit le bâtiment pour vérifier sa méthodologie de dépose, mais pas que, puisque le Trespa a plein de vertus, mais par contre il se règle facilement, et donc il a fallu simplement qu'on redonne des préconisations de conditionnement et de transport pour éviter toute rayure sur les panneaux qui en fait fait perdre le panneau dès qu'on a une trop grosse rayure. Donc il a fallu repréciser ça. Ces panneaux ont été stockés là pendant 2 ans dans un parking appartenant à la maîtrise d'ouvrage. Et on a une phase de requalification, puisqu'on a travaillé sur la documentation technique avec Trespa. Et on a eu une petite difficulté l'été dernier, puisque l'entreprise qui a été sélectionnée pour les reposer
n'arrivait pas à avoir prime d'assurance, l'assurance ne voulait pas assurer le chantier de repose de ces panneaux, puisque l'assurance de l'entreprise considérait qu'on n'avait pas fourni assez d'éléments sur la norme de résistance au feu. Et donc il a fallu qu'on négocie entre l'assurance dommage ouvrage de l'entreprise, de la maîtrise d'ouvrage Soclova qui voulait poser, et cette assurance-là pour trouver un terrain d'entente sur le niveau de test nécessaire au feu. Donc ça a pris quelques semaines pour se mettre d'accord, et finalement ces panneaux ont été testés au feu début janvier, et ont montré qu'ils étaient encore performants de ce point de vue-là, et donc on a pu avoir l'ensemble des validations. Et vous voyez que même sur un projet qui a duré 3 ans, qu'on avait largement anticipé, il y a encore des éléments qui peuvent nous échapper malgré tout. Et donc il faut rester comme ça vigilant vraiment à chaque point, puisque ces panneaux-là, en fait, ils ont quand même été acceptés côté maîtrise d'ouvrage en 30, avec le bureau de contrôle tout au long du projet, qui lui n'avait pas non plus identifié cet élément-là comme étant pouvant être toqué côté entreprise. Il reste quand même pas beaucoup de temps, donc je vais passer un peu plus vite. Ça, c'est juste un rappel sur le fait qu'on peut céder des matériaux sans avoir de changement de propriétaire ni de surcoût, et qui s'appuie beaucoup sur la maturité des filières existantes. Donc là, on est nous en Maine-et-Loire avec différentes entreprises maintenant qui reprennent les matériaux de réemploi, mais pas toutes. Et donc il faut toujours continuer à chercher des opportunités. Et enfin, il faut bien comprendre les contraintes que vont avoir les preneurs, que ce soit des preneurs fournisseurs de matériaux, des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre, qui ont besoin d'informations sur un matériau de réemploi pour bien l'intégrer dans le projet. Peut-être juste, je ne vous montrerai pas celle d'après parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais vous rappelez que l'intégration de matériaux, elle passe par 4 grandes étapes. Donc, évaluer son besoin et sa stratégie, qui passe dès la programmation au concours et qui permettent de réfléchir à la manière d'aller chercher des matériaux, la recherche en tant que telle et le sourcing de matériaux, la qualification technique et l'intégration des matériaux dans le projet. Vous voyez là, c'est les grandes phases de projet que je pense que la plupart connaissent. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que ça permet de à la fois donner un cadre sécurisé pour tout le monde et une forme de souplesse, et de connaître les rôles et responsabilités de chacun. C'est quelque chose qu'on rappelle systématiquement dans nos projets. Certains, vous avez vu, 3-4 ans, les chargés d'opération changent, les maîtrises d'ouvrage changent, les maîtrises d'œuvre des fois changent aussi. Et on est devenu des fois en fait presque le seul acteur inamovible du projet en 4-5 ans à devoir rappeler ce genre de règles et l'historique du projet. Je voulais juste vous faire un petit focus sur la fourniture des matériaux. Nous, en fait, ce qu'on a compris de notre méthodologie, c'est qu'à la base, pour ce que dit des Emmaüs Angers, on était dans un cas où c'était la maîtrise d'ouvrage qui finalement fournissait des matériaux de réemploi, et donc achetait les matériaux et les donner finalement soumises à la reposerie. Ça, c'est un schéma qui fonctionne dans des maîtrises d'ouvrage plutôt privées que publiques, parce qu'elles sont des limitations en termes d'achat de matériaux en maîtrise d'ouvrage publique. Et surtout, en fait, elles demandent une application assez forte de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Et en fait, elle convient bien à des projets qui sont vraiment ambitieux, qui vont s'intéresser à des matériaux qui vont nécessiter de retravailler le dessin une fois ou deux, d'anticiper beaucoup sur trouver les matériaux. Et donc, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'est pas adéquat aujourd'hui dans la manière dont on fait du réemploi dans d'autres cadres qu'un projet comme Emmaüs qui voulait vraiment mettre ça beaucoup en avant. En fait, c'est aujourd'hui complété par deux choses, ce qu'on appelle le lot zéro ou le lot réemploi, qui est en fait un lot de fourniture de matériaux de réemploi qui permet de centraliser la recherche de matériaux et l'acquisition pour le compte de la maîtrise d'ouvrage, et finalement de faire reposer l'effort de gestion et d'organisation à une entreprise spécialisée. Ça permet d'aller chercher d'autres typologies de matériaux, de voir directement les filières de réemploi, et ça demande simplement d'avoir quand même un cadrage très clair en amont vis-à-vis du DCE. Et l'autre possibilité, c'est de charger l'entreprise elle-même de proposer des matériaux de réemploi. Et donc dans ce cas-là, charge à elle de se renseigner sur des filières, des fournitures, des chantiers à elle. Et en fait, ce schéma-là fonctionne aujourd'hui beaucoup dans les grosses métropoles où il y a un tissu qui s'est déjà créé de fournisseurs et de filières de réemploi, qui fonctionne assez peu aujourd'hui, nous, à Angers. Et on est en train de passer plutôt le zéro aujourd'hui, voir un petit peu l'entreprise dans la conception qu'on a de notre stratégie de réemploi d'intégration. Peut-être pour quasiment terminer, donc un exemple d'intégration de Emmaüs Toire, donc un autre projet Emmaüs qu'on a accompagné, et donc une charpente bois. Donc ici vous avez la charpente initiale qui était à Cholet, dans une salle des fêtes, sur laquelle on a été indiqué, enfin on nous a informé de cette charpente par l'entreprise générale de travaux, qui avait donc savait qu'on allait déconstruire ça et connaissait un peu matière grise, s'est dit c'est quand même trop dommage, elle avait 10 ans le bâtiment.
de mettre ça à la poubelle, et donc ils nous ont contactés, et on a travaillé sur l'identification et la qualification de cette charpente, parce qu'on était dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec un bureau d'études structure au sein de l'équipe également, qui a permis de fournir un diagnostic précis et d'émettre des recommandations à la fois de dépose, de stockage et de repose du matériau. Et une préconisation importante, c'était de tracer vraiment l'ensemble de la chaîne. Et donc nous, dans le travail de coordination qu'on a, on était présent lors de la dépose, on était au cul du camion ensuite pour toute la partie logistique, l'entreposage également, parce qu'il fallait respecter une règle d'entreposage, vous voyez, qui est un peu particulière ici. Et enfin, un suivi de chantier qui a été fait là par l'architecte de repose conformément aux prescriptions qui ont été posées par la maîtrise d'œuvre derrière, sans souci particulier. Et donc c'est notre deuxième, bientôt troisième charpente bois de réemploi qu'on a réussi à intégrer en projet. Donc là, dans la commune de Thouars, à la limite du Maine-et-Loire et de la Vendée, également sur lequel il y a eu pas mal de réemploi sur ce projet. Pour terminer, je voudrais focus dans la partie recherche. Donc nous, je vous ai parlé tout à l'heure de Métamorphose. C'est donc un projet collectif qu'on a mis en place qui regroupe à la fois des maîtrises d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, des constructeurs, de l'insertion, des bureaux de contrôle, avec l'idée d'avoir un peu un outil collectif pour développer les filières de réemploi dans le Maine-et-Loire, et sur lequel il y a 3 piliers. Il y a un outil de mise en relation de matériaux. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste un extrait de matériaux disponibles de différents fournisseurs ou de maîtrise d'ouvrage, et qui est alimenté et suivi par un salarié presque à temps plein, et qui permet de donner de l'information et du relais pour pouvoir chercher des matériaux de réemploi entre maîtrises d'ouvrage ou entre entreprises et maîtrises d'ouvrage. Donc ça existe depuis quelques mois et ça va continuer à se développer dessus. Et les autres piliers qu'on a développés là-dessus, c'est un centre de ressources. Donc vous avez vu juste avant deux documentations un peu classiques, mais c'est un centre de ressources qui permet aux acteurs du réemploi de comprendre comment ça fonctionne. C'est adossé à une permanence que Matière Grise anime 2 fois par mois au CAUE 49, et donc ils sont accessibles gratuitement, qui permet de comprendre quelle est sa position en tant qu'acteur dans la chaîne de réemploi aujourd'hui, et qui permet d'avoir à la fois des artisans, des particuliers, des entreprises, des maîtrises d'ouvrage à comprendre ce que c'est que le sujet. Et enfin, le troisième pilier qui est une cartographie des filières légèrement du réemploi. Et donc c'est un extrait que vous avez ici. Donc ça recense à la fois des projets et des acteurs, et documenté, puisqu'en fait chaque point que vous voyez là fait l'objet d'un entretien avec la structure, et donc c'est pas une démarche volontaire, c'est vraiment des acteurs qui font du réemploi sur l'ensemble de la chaîne, le diagnostic, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, architecte, etc. Et ça se complète d'autres cartographies qui existent, qui sont nationales, notamment matériauxréemploi.com qui parle beaucoup des fournitures. Et enfin, pour passer à l'action, c'est se rendre compte un peu de ce qui existe aujourd'hui, qui permet de soutenir ces démarches-là. Vous n'êtes plus tout seul pour faire du réemploi, il y a quand même beaucoup de gens et de structures qui peuvent vous accompagner pour passer certaines étapes et comprendre comment faire. Et puis vous avez la chance, et on va en parler rapidement juste après, mais d'avoir une dynamique similaire qui est en train de se développer, donc Format 53, que Guillaume va exposer, qui permet un accélérateur un peu de ces filières et de la compréhension des enjeux, parce que je vous l'ai dit depuis le début, en fait, le réemploi c'est vraiment une question collective. C'est à la fois une responsabilité de l'ensemble de la société de moins prélever dans les ressources d'un côté, mais c'est concrètement un travail sur lequel on passe son temps à travailler à plusieurs pour permettre l'intégration des matériaux dessus. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, et puis n'hésitez pas, tout ce que je vous ai présenté, quasiment tout est en ligne sur notre site, on a des fiches, des photos d'expérience sur tous les projets qu'on a menés, donc il y a une bonne trentaine. N'hésitez pas à aller fouiller dedans et nous contacter si vous avez besoin de discuter du sujet. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou après, mais on peut essayer. En attendant, je vais juste préparer les. Comment vous travaillez la question de l'accessibilité du matériau réemployé vers les futurs usagers, habitants? Alors, déjà, en fait, pour nous, c'est très important que la démarche elle soit vraiment assumée complètement par la maîtrise d'ouvrage, et donc qu'elle est prévue du travail alloué au fait de parler du sujet. Parce que, en effet, d'un point de vue culturel, quand vous avez vu Emmaüs, le réemploi ou la seconde main, c'est encore associé à des images potentiellement négatives, ou à des réflexes de ça va pas être trop cher, on va pouvoir faire ça vite fait, on va faire un peu d'économie. Donc pour nous, c'est important d'expliquer qu'il y a vraiment une démarche derrière et qu'elle est construite et qu'elle se justifie. Et c'est souvent à partir du moment où on parle un peu de ce que c'est que le réemploi que généralement on a les réticences
notamment en effet des bénéficiaires changent. Et en plus, on parle beaucoup, enfin on a aussi des exemples assez marquants, sur la piscine de Belle-Beille, de personnes qui mettent beaucoup de symboles derrière des matériaux ou des parties de bâtiments. On l'a vu là sur un bâtiment comme celui-ci. Mais en fait, ça peut s'appliquer des fois à des choses beaucoup plus bénignes, comme nous, c'était les plots de plongeon de la piscine, où vraiment beaucoup de gens voulaient récupérer un plongeon de la piscine parce qu'ils avaient appris à nager dans cette piscine-là. Et en fait, la ville n'était pas du tout prête à laisser partir ça parce qu'ils trouvaient ça dangereux. Et c'est vraiment parce qu'on a organisé un travail spécifique de médiation. Donc, sur ces projets-là, donc celui de la piscine, on a accueilli 100 ou 120 personnes pour parler de réemploi, à la fois entrant et sortant. C'est vraiment cette question de la sensibilisation qui permet d'en parler et justement d'expliquer aussi qu'on ne va pas tout faire en réemploi parce qu'il y a des limites et de comprendre que quand on fait une rénovation, il y a des choses qui sont intéressantes de garder parce que ça permet d'avoir un équilibre, d'une meilleure rénovation sur d'autres aspects. Par exemple, nous, en fait, d'un point de vue économique, quand on fait du réemploi, on part d'un coût ISO 9, quand on fait des économies de réemploi, c'est souvent pour améliorer le reste de la qualité du projet. Et c'est ce qui s'est passé dans quasiment tous nos projets aussi. Voilà, un peu des petits éléments de discussion. Mais vraiment, cette forme de transparence, elle est hyper importante pour nous, pour vraiment que les gens s'approprient la question. Parce qu'il y a une portée un peu subversive aussi du réemploi. Ça veut dire qu'on se repose la question de la matérialité des choses, de pourquoi on construit ça, pourquoi est-ce qu'on utilise tel matériau plutôt qu'un autre. Et c'est très intéressant et c'est très riche de parler de ça. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite peut-être On va peut-être continuer, puis après on reparlera, j'espère qu'on aura un petit temps. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant au projet d'Emmaüs de Laval, donc avec là l'architecte qui est en train de travailler sur un futur projet, donc Nicolas Mess de l'atelier K, et aussi il y a la représentation côté maîtrise d'ouvrage, donc avec Roger Boissard qui est un des vice-présidents de Emmaüs Communauté Syndicale. Très bien, bonsoir. Donc moi je suis surtout pas un spécialiste des matériaux, mais par contre peut-être un spécialiste du réemploi. Le mot que j'ai entendu, Emmaüs, c'est notre cœur du métier, le réemploi. On ne se situe pas sur les matériaux, même si on a essayé avec l'atelier 4, Nicolas va vous en parler, de voir un petit peu aussi comment on pouvait un peu soulager l'ensemble, les collectivités à travers les déchetteries et récupérer ces matériaux. On balbutie, pour l'instant on balbutie. Donc Emmaüs 53, c'est 5 sites, très rapidement, hein, c'est 5 sites, c'est Laval, c'est Villiers-Charlemagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune qui est à une vingtaine de kilomètres, c'est Mayenne, c'est Château-Gontier et c'est Châteaubriand. Donc c'est Emmaüs 53 et Castelbriantais. Donc ce soir, si nous sommes là, c'est pour parler d'un projet, le projet de Laval. Laval est situé pratiquement en centre-ville, juste à la sortie sur la route de Mayenne. Et nous louons un bâtiment, actuellement, nous louons 600 mètres carrés en plus des 2000 et quelques mètres carrés que nous avons, qui nous appartient. Or, ce bâtiment où il y a les 600 mètres carrés s'est trouvé en route. Et notre problème, c'était soit on faisait l'acquisition de ce bâtiment, ou alors on prenait le risque de ne pas l'acquérir, et auquel cas, nos 600 mètres carrés, on ne savait pas où est-ce qu'on allait les mettre. Donc on a décidé de l'acheter. Ça veut dire que nous avons fait l'acquisition d'un bâtiment qui était peut-être voué à la destruction. Et peut-être aussi les matériaux, j'en sais rien. Donc là, c'est une de nos vocations aussi. Donc là, on a racheté un bâtiment, et puis on a confié à Atelier K la restructuration de ce bâtiment en tenant compte de nos spécificités, de notre ADN aussi. Tout ça, on le fait, nous, on est en économie sociale et solidaire, et tout ça, on le fait parce qu'on a 72 compagnons, on a 9 enfants, on a 6 familles, on a 15 salariés, on a 450 bénévoles, et tout ça, ça fait un microcosme, ça fait une petite société, et il faut que ça vive. Donc il y a quand même un modèle économique, il faut que ça vive. Mais en même temps, il faut respecter un peu notre ADN, il faut qu'on s'y retrouve, il faut que ce que vous avez présenté, enfin moi j'ai vraiment apprécié votre présentation parce que
je me suis senti un peu chez moi, quoi, hein. J'ai vu des exemples Emmaüs, j'ai vu tout ça, et on a confiance avec Atelier K. Donc voilà, en ce qui me concerne, pourquoi je suis là, c'est parce qu'on a un grand projet. Donc, justement, pour l'illustrer, Emmaüs a fait une vidéo qui montre un peu la philosophie. On va le lancer et c'est assez parlant. Voilà. Ne jamais laisser personne dormir dehors. Oui. Donc oui, voilà, en fait, ce film retranscrit un peu, comme on l'a vu, l'état d'esprit d'Emmaüs. Et ce qu'a dit Roger, effectivement, va se confirmer sur le fait que, à la base, comme d'ailleurs dans beaucoup de projets, c'est de réutiliser les bâtiments pour ce qu'ils sont déjà et dans leur fonction. Donc en 2014, Emmaüs a effectivement déjà récupéré un magasin, qui était un magasin de commerce alimentaire, et puis un autre de chaussures, il me semble. Et donc, ça faisait quand même une belle surface, hein, puisque 1400 mètres carrés, donc établissement 3e catégorie en termes d'effectifs, bon, ça faisait un beau volume. Mais en fait, Emmaüs a un gros besoin aussi de volume, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dons, et pour vendre, il faut, plus on a de la place, plus les gens trouvent ce qu'ils ont envie, et au moins ça fait un flux, quoi. Ça évite d'avoir que des rentrées et pas de sorties. Et donc, comme le expliquait Roger, il y a eu ce magasin immobilier Bric-Brac qui est venu se greffer il y a quelques années, en complément de votre partie. Et puis donc, s'est trouvé ce bâtiment qui était voisin, historiquement un garage auto, qui avait un peu vécu, qui était devenu un magasin très professionnel en termes de matériel d'entretien, et puis des bureaux. Emmaüs, le cahier des charges, c'est bon, parce qu'il y a quand même le budget, c'est déjà de prendre les locaux comme ils sont, si possible, et de pouvoir les utiliser. Mais c'est présenter une problématique et des fois de la contrainte. Des idées et des choses, c'est que ici c'est actuellement ce qu'on appelle un 3e catégorie en termes de classement incendie, donc beaucoup de contraintes en termes de sécurité incendie, RIA et autres systèmes de protection, visite périodique du pompier, enfin voilà, il y a tout ça. Donc ce magasin-ci, pas de souci, c'est un 5e catégorie, c'est assez facile. Venir rajouter l'autre, on rebascule encore dans cette problématique. Donc par rapport aux contraintes financières et autres réglementaires, de là est née l'idée, une réflexion qui a fait enrichir le projet en se disant, si on les sépare, c'est 2 magasins et on ne cumule pas. Et de cette idée de vide de construction, qui plaît bien aux pompiers dans la notion, lui il flambe, celui-ci il ne bouge pas, et inversement. Et de cette idée est venue un peu ça fait aussi un peu évoluer le projet d'Emmaüs, de proposer un peu cette coupure centrale, de faire migrer en fait le pôle actuel où, pour ceux qui passent le mercredi et le samedi matin avant l'ouverture, on voit la densité de population, c'est de faire en fait rentrer les gens au cœur d'un sorte de village en fait, de magasins, de différentes un peu de campus, par une allée centrale qui desserve les 3 magasins avec des fonctions un peu différentes pour, voilà, on vient, et en fonction un peu de ce qu'on cherche, on sera orienté dans différents sites. Et surtout un accueil plus chaleureux par rapport à, ici on est juste vraiment en parking, quoi, en gros. Donc voilà, ça c'était en fait une contrainte qu'on a retournée pour avoir cette place centrale qui diffuse un peu les 3 magasins. Alors notre problématique c'est aussi que, et ça va être l'occasion du projet, c'est à la fois un renvoi de bâtiments, mais aussi de requalifier le site, puisque les contraintes d'urbanisme font qu'il fallait atteindre un certain pourcentage de surface perméable. Et donc là, il faut retirer un peu tout ce qu'il y a comme enrobé et autres. Donc d'où cette allée centrale qui sera très paysagère, avec des pavés drainants, ajourés pour bien être perméables. De même sur des parties arrière, voilà, pour essayer d'atteindre des volumes et agrémenter le site. Ce qui nous donnera aussi l'occasion, notamment dans cette allée, par la fois le sol, les bordures ou les différents mobiliers, de faire
réemploi et des réutilisations. Donc pour vous remettre un peu le contexte le magasin actuel, voilà, c'était un peu ce volume-là, avec celui-ci qui était venu un peu en annexe où il fallait passer derrière pour aller acheter et puis repartir, parce qu'il y a le principe des caisses, une seule caisse centrale, regroupée, parce que ça c'est aussi un sujet, c'est une contrainte aussi, puisque les bénévoles ne veulent pas s'engager à gérer la caisse, les compagnons c'est compliqué aussi, donc voilà, limité, il n'y a pas une caisse par magasin, c'est une seule centrale, et là c'était, je vais ici, je vais là, voilà, c'était... ça fonctionnait, mais ça pouvait être mieux. Et donc, avec le site existant, il y avait un magasin donc, qui était en bon état, prêt à fonctionner, des bureaux qui étaient une grosse demande, donc aussi qui avaient été rénovés, qui étaient occupés par une société de nettoyage Atmos. Donc voilà, Emmaüs voulait vraiment prendre au maximum en l'état pour minimiser un peu les interactions et les coûts. Et donc, avec la greffe, l'idée, ça va être vraiment d'avoir cette allée. Je peux rentrer à ce magasin-là tel qu'il était avant, donc ce qui évitera des flux de population aussi par rapport à ici et les circulations. Je peux aller aussi directement arriver à la signalétique, le mobilier, là ce sera plutôt vêtements. Et puis ici, en fait, on s'est un petit peu évolué depuis, mais il y aura deux ateliers, comme on l'évoquait, de cycling et puis de couture pour aussi à la fois ouvrir aux associations et réemployer. Les locaux ici vont rester auprès dans l'état pour vraiment récupérer au maximum puisqu'ils sont en très bon état. En fait, sur ce dossier-là, j'ai envie de dire, on fait très peu par rapport à d'autres gros dossiers de rénovation où là, on est obligé de faire beaucoup de curage. Là, il y a vraiment à minima, on garde vraiment au maximum dans l'état. Donc, en fait, c'est plutôt, et là, ça va être ce qu'on va engager avec les entreprises, là, qui mettent en cours de chiffrage, être plutôt de réutiliser des matériaux en venant de l'extérieur que sur le site où il y en a peu, en fait, mis à la benne des livres. Donc on va travailler sur ça avec les entreprises prochainement pour justement valoriser. Alors, comme on le disait, effectivement, il y a des choses, une structure comme le drive, comme on va l'appeler pour les dons, là on va être plutôt sur la structure métallique. Alors, il y a des pièces de charpente métallique qui vont être démontées, donc là, on verra, mais là on va sur une charpente qui était assez ancienne, très légère, un peu les charpentes fermettes comme on appelle à l'époque, qui aujourd'hui vont effectivement demandent des renforts, donc peut-être que on verra les entreprises qui seront amenées à venir travailler. D'ailleurs, dès ce jeudi, en fait, on organise des visites avec les entreprises pour justement qu'elles viennent sur le site et voir, dans le cadre de leur proposition de l'Europe, qu'elles puissent voir un peu ce qu'elles peuvent réaliser. Donc cette nouvelle entrée, cette allée, elle aussi donnera l'occasion. Par exemple, je pense que Emmaüs ne sera pas, on va pas pousser des cris si on a des pavés de différentes couleurs ou de formes pour faire l'allée. Ça peut venir en fonction un peu des stocks disponibles. À partir du moment où on les pose avec un vide pour permettre justement cette infiltration et respecter un peu le cahier des charges des règles d'urbanisme, ça peut agrémenter et faire une allée un petit peu, plutôt que toute uniforme, variée et agrémentée. De même, comme on le disait, parfois il faut quand même, notamment la charpente, c'est vraiment bien qu'on peut la réutiliser. Le cas que j'ai eu sur un autre dossier, c'était plutôt, non, on ne pouvait pas, c'était plutôt la démonter et faire des jardinières, des bancs, on détourne sa fonction. Par exemple, une porte, à partir du moment où on appuie son historique, son PV, son classement, on l'utilise comme une porte standard plutôt qu'une notion de coup-de-feu ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que dès qu'on touche un ERP, là, on est vite plus sensible à certaines contraintes, bureau de contrôle, commission de sécurité, et donc il faut qu'on ait pouvoir justifier certaines choses. On aura aussi une chose qui peut très facilement, parce que un bardage bois n'a pas vocation à permiser la façade, il y a toujours le pare-pluie derrière, donc là on peut aussi avoir un matériau à qui on ne va pas demander d'être qualifié, avoir certaines normes, puisque derrière, il vient habiller la façade. Donc c'est plus facile d'aller vers justement des matériaux de bois, à partir du moment où on a le pare-pluie derrière qui lui va faire vraiment. Donc c'était un peu l'idée de cette placette, de souhait d'amener un peu de touche aussi, de touche du bois qui est un matériau un peu plus chaleureux, puisque c'est quand même actuellement des bâtiments très métal, où ici en plus là on a des murs de béton, alors qu'on a déjà été en partie décorés par des
fresque par Emmaüs sur son côté, mais il y a le côté, voilà, c'est pas très valorisant, donc il va falloir qu'on essaye d'aligner ça, mais déjà cette partie-là, pour les ateliers et les différencier un petit peu des zones de commerce, le bois est un matériau qui va bien s'y prêter, et donc là on va pouvoir trouver assez facilement des filières pour réutiliser, quoi. Donc voilà un petit peu, ça sera un peu l'autre partie. Donc voilà un peu la démarche là, elle était effectivement c'est bien un petit peu après en cours de route. Alors il y a aussi le directeur Romain qui n'est pas plus présent, mais qui a aussi lui des sollicitations d'entreprises, ou des fois plutôt de grossistes et autres qui ont des stocks. Donc voilà, on va s'adapter un petit peu en fonction des besoins. Alors on a toujours un plan B, on sait que parce qu'il y a quand même aussi des objectifs de calendrier. Emmaüs fête fin novembre, grande vente annuelle, donc il faut qu'on ait fait quand même un maximum de choses. Mais voilà, on va essayer d'accompagner. Et comme on le disait, en marché privé, déjà on a sélectionné les entreprises qu'on va solliciter, consulter. On va pouvoir travailler avec eux dans leur cadre de leur mise à l'offre, pour discuter. Voilà, il y aura des échanges où effectivement, en marché public, il faut figer tout avant et donc on a moins de souplesse. Donc voilà, on est en bonne voie maintenant pour envisager la suite et puis essayer de sortir un maximum de choses. Mais déjà, encore une fois, c'est surtout comme l'a dit Roger, ces bâtiments qui étaient pas très glorieux, qui auraient pu être mis à terre, parce que cette zone-là, effectivement, est commerciale, mais vaguement, parce qu'elle a perdu un peu, c'est plutôt de l'activité de garage et autres, puisqu'on est vraiment là déjà sur un axe qui commence à sortir. Donc, trouver un commerce de proximité qui voulait venir là. Il y avait eu un peu au-dessus, un magasin neuf, un discount qui n'a pas tenu longtemps, qui est devenu maintenant une salle de sport, parce que ça tourne aussi pas mal. Mais voilà, pourtant il y a un quartier en face qui est assez demandeur, donc voilà. Si je peux rajouter, juste pour votre info, notre site était bordé par deux bâtiments à vendre, le hasard, donc celui-ci, et un autre qui était un peu plus bas. Il y a deux options. Nous, on a choisi l'option en rénovation, on garde, on a casse-pieds, ils sont toutes pas faciles, voilà, mais nobles. Et l'entreprise qui a acheté l'autre bâtiment a tout rasé. A tout rasé et reconstruit quelque chose de flambant neuf. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. On verra le résultat, Nous, ce qu'on souhaite ici, vraiment, c'est, Nicolas parlait de village, c'est l'identité. C'est-à-dire que j'entre chez Emmaüs, j'arrive dans un village, tout ce qui est à vendre dans ce village, on connaît la destination, mais tout, c'est que de la seconde vie. Ce sont que des objets qui ont déjà été utilisés, sauf quelques éléments de déstockage qu'on récupère dans les entreprises. Voilà, donc j'entre dans un village qui a une identité un peu particulière quand même. Et cette identité extrêmement noble, je dois la retrouver dans l'environnement, je dois la retrouver, et je dois être heureux d'être là, et j'ai envie d'acheter, quoi. Et j'ai envie que ces objets revivent, on ne les jette pas, ils revivent, j'achète, je fais une belle action, et je continue. Donc c'est ça un peu qu'on veut retrouver en termes d'identité. Je ne sais pas si c'est ambitieux, mais bon, on a un architecte là qui est au fait de tout ça, donc c'est bien, on est extrêmement fiers. On espère qu'on vous verra quand ce sera terminé. Voilà. Voilà ce que notre projet sur... en tout cas. Merci pour cette présentation. Merci M. Cassard, merci Nicolas. Il y aura peut-être des échanges parce que on est un peu juste dans les horaires pour pouvoir rester là, mais on verra comment ça peut se faire, mais je pense qu'il y a des échanges qui peuvent se faire avec des exemples d'ailleurs. Et du coup, on va terminer vraiment très rapidement avec l'exemple de ce qui se passe en Mayenne comme filière, donc format 53. Guillaume, oui. Bonjour à tous, je vais voter en touche pour cette fois parce qu'on nous a gentiment invités au dernier moment, on s'est un peu incrusté et je sais que ça tenait à cœur au sérieux de partager le dernier quart d'heure tous ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions sur le projet Comporte de filière organisée pour le réemploi des matériaux en Mayenne, donc c'est un peu l'homologue de Matémorphose dans le 49 qui m'en a un petit peu parlé, donc je le remercie parce que ça a permis de donner quelques infos. Je connais un peu près
70% des gens dans la salle. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette séance là sur cette très courte intervention. Après, voilà, c'est pour qu'on ait le temps ensuite de discuter avant de sortir. Donc voilà, donc, format 53, un collectif de professionnels qui sont soit intéressés, soit spécialisés dans le remploi de matériaux. On a réussi à mettre, avec un travail collectif porté par l'APES 53 et le département, déjà une trentaine de structures ensemble, et qui ont une volonté de travailler pour développer justement les pratiques de remploi dans les projets de construction, des constructions. Voilà, vous avez le schéma fin 2025 des structures qu'on avait réussi à toutes les étapes de la filière. Et donc le but du jeu sur cette année, c'est de, on va dire, consolider ce collectif, d'impliquer de nouvelles structures, d'apprendre à travailler ensemble et de voir l'organisation en fait, que va prendre Format 53 pour apporter finalement de la fluidité dans ces opérations plutôt complexes de réemploi de matériaux de construction. Donc voilà, c'est très ambitieux. En même temps, on voit que le Maine-et-Loire l'a déjà fait, ailleurs ça s'est déjà fait. On va être accompagné notamment par des gens d'expérience. Donc si ça vous intéresse d'en parler dans les prochaines 10 minutes autour d'un verre, c'est bon. Vous avez mis, oui. Ouais, je l'ai synthétisé. Ouais. Mais c'est un appel à ceux qui veulent travailler ensemble sur cette thématique à nous rejoindre et à venir en parler. Et on aura un peu plus de temps la prochaine fois pour discuter, pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été. Du coup, juste pour terminer dans les actualités, on va encore être présent à un salon maison qui est à l'espace Mayenne, pas ce week-end, l'autre week-end, où on peut nous rencontrer. Il va y avoir une expo sur les jeunes architectes et paysagistes ligériens qui se passera à Sainte-Suzanne tout le mois de mars. Et puis, avec l'équipe, on a bâti notre trame de rendez-vous du mardi. Vous trouverez le petit papier là-bas. Donc, le prochain, on fera le 24 février. Ça devrait être sur les surélévations et les dents creuses. Donc, comment on reconstruit la ville sur la ville ou le bourg aussi. Et du coup, on sera certainement sur une agence d'architecture de Vincent Emery, donc près de la gare à Laval, qui montre un exemple justement où c'était une toute petite parcelle où il y avait juste 2 petits garages et ce qui est devenu un petit bâtiment de 100 mètres carrés qui est aujourd'hui une agence d'architecture mais qui demain peut être un logement ou autre chose. Donc on trouvait que c'était intéressant pour cette thématique et on est en train de construire le programme. Et puis après vous verrez, dans l'année on s'est dit que ça serait peut-être bien de parler à un moment donné de couleurs, après aussi de pourquoi pas tout ce qui est végétaux comestibles. Enfin voilà, on a bâti notre programme et on va essayer de vous le partager avec un maximum. Mais si vous avez envie d'autres choses, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Voilà. Vous pouvez encore voir l'expo matière grise au CAE